Je vous présente Maître Claude Brunet, qui est avocat et spécialiste du droit d'auteur. Il va venir éclairer un petit peu notre chandelle sur les droits d'auteur des réalisateurs dans la loi canadienne. Alors, Maître Claude Brunet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le grand capital, les grandes entreprises ont changé de nom, se nomment Google, Apple, Facebook. Et c'est la première fois dans l'histoire que la jeune génération s'est rangée du côté du grand capital contre les créateurs. Vous dire à quel point ça me réjouit que par un dimanche matin de bonne heure, premier dimanche ensoleillé de printemps, vous soyez là dans une salle à vouloir vous pencher sur le droit d'auteur, ça me redonne du courage. Quand j'ai accepté de faire cette présentation-là, on a pensé que ce serait utile que je la fasse en forme de une sorte de droit d'auteur 101 et qui déboucherait à la fin sur les nouvelles plateformes. J'espère qu'on ne s'est pas trompé en choisissant ce thème-là. Je pense que ça va être effectivement utile parce que la loi sur le droit d'auteur maintenant comporte dans la loi elle-même, il y a ce qu'on appelle une clause de coucher de soleil. Clause de coucher de soleil, vous pensez que les avocats ne pouvaient pas être poètes, mais ils le sont. Une clause de coucher de soleil qui veut dire que la loi doit être révisée à tous les 5 ans. La dernière fois qu'elle a été révisée, c'était en 2012, donc elle sera à nouveau révisée en 2017. Ça ne vous donne pas tant de temps pour vous préparer à livrer les batailles que vous aurez à livrer à ce moment-là. Donc, c'est pas trop tôt le matin pour parler sérieusement de droit d'auteur. Au Canada, le droit d'auteur est régi par la loi sur le droit d'auteur qu'on appelle le Copyright Act. Copyright Act, loi sur le droit d'auteur, ce n'est pas seulement une traduction d'expression, ce sont vraiment deux philosophies différentes. Le droit d'auteur est d'origine continentale européenne. C'est perçu généralement comme un droit de propriété, le droit d'auteur, avec certains éléments de droit de la personnalité, pensez au droit moral. Et ce que le droit d'auteur protège, ce sont des œuvres de l'esprit. Ce qui fait que la philosophie du droit d'auteur a tendance à privilégier la protection de l'individu créateur, celui qui est derrière l'œuvre de l'esprit, l'auteur. Le copyright, lui, tire ses origines de la Grande-Bretagne. C'est un droit qui est plutôt perçu comme un incitatif à la production et à la distribution d'œuvres culturelles. À cause de ça, le producteur devient ce que l'on cherche à protéger. Notre loi canadienne est entrée en vigueur en 1923, mais à l'époque, c'était déjà une copie conforme d'une loi plus vieille, une loi de 1911, qui était la loi britannique. À cause de ça, on s'attendrait à ce que le droit d'auteur au Canada soit plutôt d'inspiration copyright. Mais dans les faits, au Canada, les Québécois ont toujours été à l'avant-garde des débats sur le droit d'auteur, ce qui fait que être à l'avant-garde des débats sur le droit d'auteur, pensez par exemple à Luc Plamondon qui fait sa sortie à la disque pour abolir la fameuse licence obligatoire qui faisait que les auteurs de chansons n'avaient droit qu'à 2 cents par disque vendu. C'est les Québécois qui ont toujours fait bouger le droit d'auteur au Canada, ce qui fait que même si la loi est d'inspiration britannique, même si elle vient de la loi anglaise de 1911, on a toujours réussi à conserver ici un très bon équilibre entre la philosophie du droit d'auteur et la philosophie du copyright. Ça a changé sous l'administration Harper. Depuis, ça a commencé un petit peu avant, fin des années 90,
il y a un mouvement maintenant au Canada pour harmoniser la loi canadienne sur le Copyright Act américain. Vous, les réalisateurs, vous dites souvent que la loi ne reconnaît pas vos droits. Alors, on va examiner ça de plus près. Ce que la loi protège, elle protège deux grands groupes d'œuvres, deux grands groupes de choses protégées. D'un côté, il y a les œuvres traditionnelles, je vais en parler un petit peu plus loin, et il y a ce qu'on appelle les autres objets de protection. Les autres objets de protection, ce sont les prestations des artistes-interprètes, les enregistrements sonores des producteurs et les signaux de communication des radiodiffuseurs. Je vous les nomme une fois, on n'en parlera plus, on va se concentrer sur les œuvres traditionnelles. Les œuvres qui sont protégées par la loi sur le droit d'auteur doivent être originales. Original veut dire que l'œuvre n'a pas été copiée, qu'elle origine de son auteur, et il faut aller un petit peu au-delà de ça, parce que si on se contentait de dire qu'il est suffisant pour qu'elle soit originale, qu'elle origine de son auteur, tout ce que l'on récompenserait, tout ce que l'on reconnaîtrait, ce serait le travail. Or, il est maintenant admis, partout dans les pays où il y a du droit d'auteur, que le sweat of the brow, le simple fait qu'on a créé quelque chose, ne donne pas nécessairement un droit d'auteur. L'exemple typique, ce sont les pages blanches dans les annuaires téléphoniques. C'est un investissement important, c'est un travail, il faut aller sur un terrain, il faut trouver les données, il faut assembler les données. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Mais ce n'est pas une œuvre originale qui est protégée par droit d'auteur. Parce que dans cette œuvre-là, on ne trouve ni talent, ni jugement. Bref, dans les pages blanches d'un annuaire téléphonique, il n'y a pas l'expression de la personnalité de l'auteur. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs catégories d'œuvres protégées dans la loi sur le droit d'auteur. Elles sont au nombre de 4. Les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques. On classe les œuvres dans ces 4 catégories, non pas selon leur mérite. On ne cherche pas à protéger une œuvre qui est méritoire sur le plan littéraire ou méritoire sur le plan dramatique. Il suffit qu'elle ait la nature de l'œuvre musicale, littéraire, dramatique ou artistique pour entrer dans une des catégories. On protège les œuvres lorsque l'auteur, ou comme vous le voyez à l'écran, le producteur était résident d'un pays avec lequel le Canada a des ententes par traité. Donc, il y a un critère de résidence pour qu'une œuvre soit protégée. Alors, si je remonte un petit peu là, dans ce que je viens de vous dire, pour qu'une œuvre soit protégée au Canada, il faut d'abord qu'elle soit originale, donc qu'elle soit l'expression du talent et du jugement de quelqu'un. Il faut qu'elle entre dans une des 4 catégories et il faut qu'elle ait été créée par quelqu'un qui résidait dans un pays reconnu par le Canada. Mais ici, ce qui est important, c'est de voir que le producteur est identifié, il est nommé dans la loi, il sert à satisfaire aux critères de résidence. Mais on pourrait le faire servir à autre chose, ce que nous verrons plus loin. Je reviens aux catégories d'œuvres. Dans les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, la catégorie des œuvres dramatiques se décline en 3 choses. Il y a les pièces de théâtre, les pantomimes et les chorégraphies, et il y a ce qu'on appelle les œuvres cinématographiques. Au Canada, on les nomme encore œuvres cinématographiques et non pas œuvres audiovisuelles. Donc, ce que vous voyez, et ça c'est important, l'œuvre cinématographique est une sous-catégorie de l'œuvre dramatique. L'œuvre cinématographique est définie dans la loi. La définition actuelle est que c'est une œuvre qui s'exprime par un procédé analogue à la cinématographie. Cette définition-là est nouvelle. Autrefois, on disait que l'œuvre cinématographique était celle qui était produite par un procédé analogue à la cinématographie. Pourquoi le changement? Parce que
quand c'était une œuvre produite par Cinématographie, il s'est trouvé des gens pour dire que l'œuvre produite par un procédé analogue à la cinématographie était une œuvre qui était fixée sur pellicule. La pellicule passait dans un milieu chimique humide de négatif à positif et que cette définition-là ferait échapper à la protection du droit d'auteur toutes les œuvres qui ne sont pas sur un support pellicule. On a donc changé la définition pour dire une œuvre exprimée par un processus analogue à la cinématographie. Et il y a encore des gens qui disent aujourd'hui, bien, c'est pas réglé, parce que le procédé par lequel une œuvre cinématographique s'exprime, bien, c'est un film transparent à travers lequel on projette une lumière qui est captée sur un écran et qui donne l'illusion du mouvement. C'est pas comme ça que s'exprime une œuvre qui est fixée, par exemple, sur un DVD ou un support numérique. Ce débat-là, à toute fin pratique, est clos. Les tribunaux reconnaissent toutes les formes de support pour les œuvres cinématographiques, mais chez les avocats qui sont spécialisés en droit d'auteur, ils s'en trouvent encore pour se pencher sur ce problème-là et dire que c'est une définition qui devrait être corrigée. Il y a deux sortes d'œuvres cinématographiques. Il y a celles dont la mise en scène ou la combinaison des incidents donne à l'œuvre un caractère dramatique. Donc, il y a les œuvres où la mise en scène ou la combinaison des incidents donne à l'œuvre un caractère dramatique. Et celles dont la mise en scène ou la combinaison des incidents ne donne pas ce caractère dramatique à l'ouvrage. L'effet de ça, vous le voyez à l'écran, c'est que la durée de protection ne sera pas la même. Pour une œuvre qui a un caractère dramatique, l'œuvre sera protégée pendant 50 ans après la mort de l'auteur. Je me suis fait un petit plaisir, je l'ai mis en jargon juridique, PMA, post-mortem auctoris. Et l'œuvre qui, elle, n'est pas dramatique ne sera protégée que pour 50 ans après sa publication, ou si elle n'est pas publiée, 50 ans après sa création. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre qui n'a pas un caractère dramatique? Eh bien, d'abord, il faut se rappeler que dans cette loi qui, à l'origine, date et copiée sur la loi anglaise de 1911, 1911, on n'est pas très, très loin de la sortie des ateliers Lumière. Et donc, il y avait à l'origine, et je pense qu'on peut dire encore aujourd'hui, qu'il y a des œuvres qui n'ont pas un caractère dramatique. Les captations de scènes de la vie courante, mes films de voyage, est-ce que ce sont vraiment des œuvres cinématographiques qui ont un caractère dramatique? Pourtant, il ne faut pas oublier que l'œuvre cinématographique, au départ, c'est une sous-catégorie des œuvres dramatiques. Alors, vous êtes aux prises avec comme un double test que les autres œuvres n'ont pas à rencontrer. Dans les œuvres cinématographiques, alors que je disais il y a quelques minutes qu'on ne juge pas du mérite, on semble juger du mérite dramatique quand on parle de l'œuvre cinématographique. Il y a au moins une grande œuvre que je connais, qui est une œuvre cinématographique, qui n'a pas le caractère dramatique. C'est le fameux Empire State Building de Andy Warhol. Il a planté la caméra devant l'Empire State Building, puis il a laissé rouler pendant des heures. Je croirais que Clock, si vous vous rappelez de Clock, là, il y aurait une combinaison d'incidents qui donne quelque chose peut-être de dramatique à l'ouvrage. Et on arrive à la question qui vous turlupine le plus. Qui est l'auteur de l'œuvre cinématographique? Alors, ici, il est important que vous sachiez, que vous vous rappeliez que la loi ne nomme jamais l'auteur d'une œuvre. Elle ne le fait pas pour les œuvres littéraires, elle ne le fait pas pour les œuvres artistiques, elle ne le fait pas pour les œuvres musicales. Pourquoi le ferait-elle pour les œuvres cinématographiques? Ce que la loi fait, c'est qu'elle reconnaît des œuvres, si elles sont littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. Elle reconnaît l'originalité de ces œuvres en disant « il faut du talent et du jugement ». Et
on reconnaît comme auteur de l'œuvre la personne qui a déployé son talent et son jugement à la réaliser. Ça, c'est bien résumé dans une décision de la Cour suprême, dans l'affaire CCH en 2004, où la Cour suprême dit « Une œuvre originale au sens de la loi sur le droit d'auteur est une œuvre qui émane d'un auteur et qui n'est pas une copie d'une autre œuvre. Toutefois, cela ne suffit pas à rendre une œuvre originale. Elle doit en outre être le produit de l'exercice du talent et du jugement d'un auteur. Cet exercice ne doit pas être négligeable au point qu'on puisse le qualifier d'entreprise purement mécanique. » Selon la loi sur le droit d'auteur, donc, vous créez une œuvre cinématographique originale, vous déployez votre talent et votre jugement, vous en êtes l'auteur, la loi n'a pas à vous nommer. De toute façon, les tribunaux l'ont dit et l'ont répété. De 1923, l'affaire Milligan contre Broadway Cinéma, jusqu'à 2012, l'affaire La Chance contre les productions Marie-Équelle, là, sur le premier coffret de la série Passe-Partout, en passant par la décision la plus importante, qui est en 1995, Jean-Claude Chehade contre les films Rachel, les tribunaux canadiens ont reconnu que le réalisateur était l'auteur de l'œuvre cinématographique. Et qu'est-ce qu'on fait du scénariste? Le scénariste, il écrit son œuvre sur un support papier. Et à cause de ça, on a tendance à classer son œuvre parmi les œuvres littéraires. En fait, Hollywood s'époumonne à dire que le scénariste crée une œuvre littéraire qui se retrouve incluse dans l'œuvre cinématographique. Mais la nature d'une œuvre n'a rien à voir avec le support sur lequel elle se trouve. Beethoven aussi notait ses œuvres sur support papier. Il ne produisait pas des œuvres littéraires, c'était des œuvres musicales. Quand Michel Tremblay écrit les Chroniques du plateau Mont-Royal, il est romancier et il crée une œuvre littéraire. Mais le même Michel Tremblay qui écrit Les Belles-Sœurs sur un support papier devient un dramaturge et il produit une œuvre dramatique. Le scénariste écrit une œuvre cinématographique. C'est là qu'on voit le problème de l'œuvre cinématographique. C'est que l'œuvre cinématographique est une œuvre qui nécessite la collaboration de plusieurs créateurs. Dans la loi sur le droit d'auteur, on traite ça en deux cas de figure. Le premier est que lorsqu'il y a plusieurs auteurs pour une même œuvre, on peut dire qu'il s'agit d'un recueil. Le recueil, c'est ce à quoi vous pensez en premier, là, les encyclopédies, les dictionnaires, les annuaires, les journaux, les revues, les périodiques, mais c'est aussi ceci défini par la loi. Toute œuvre composée en parties distinctes par différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d'œuvres d'auteurs différents. Ça, c'est le recueil. À côté du recueil, la loi sur le droit d'auteur reconnaît l'œuvre créée en collaboration. L'œuvre créée en collaboration, celle-là, c'est une œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs et dans laquelle la part créée par l'un n'est pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres. Ça, c'est la définition de la loi. Les tribunaux ont développé ça et ont dit qu'il y a un critère de plus qui est très important, c'est celui d'avoir eu l'intention de faire une œuvre commune. Parce qu'on peut être en face d'une œuvre dont les parties sont identifiables. Le scénario d'un film, la musique d'un film, sa réalisation. Mais ce n'est pas un recueil, parce que tous les collaborateurs ont eu l'intention de créer une seule œuvre, qui est l'œuvre commune, qui est l'œuvre cinématographique. Ce problème a été vraiment ciblé dans l'affaire du dortoir. Le 15 novembre 1988, c'était la première représentation du dortoir de Gilles Maheu et Carbone 14.
Le spectacle a eu un grand succès, il a été repris, il a été adapté pour l'écran, c'est devenu une œuvre cinématographique. Mais au moment où le dortoir s'est transformé en œuvre cinématographique, Gilles Maheu a décidé d'abandonner la musique du spectacle sur scène et de la remplacer par une autre musique. Le compositeur de la musique du spectacle vivant, Michel Drapeau, a protesté en disant « On ne peut pas faire ça, c'est mon œuvre. C'est pas seulement l'œuvre de Maheu, c'est mon œuvre. » Et les tribunaux se sont penchés là-dessus et la Cour d'appel du Québec, en 2003, a fini par dire « Oui, ce sont des parties distinctes. On peut identifier la musique et on peut identifier la chorégraphie, mais la chose importante, pour que ce soit une œuvre de collaboration, pour donner raison à Michel Drapeau, il fallait que vous ayez l'intention de créer une œuvre qui soit commune aux deux. Or, toute la preuve démontrait que Michel Drapeau traitait toujours sa musique de façon bien indépendante, donc il n'y avait pas cette intention de créer une œuvre commune. En France, vous dites toujours « en France, on est reconnu », eh bien, vous allez l'avoir lu au moins une fois. C'est l'article L113.7 de la Loi sur le droit d'auteur en France. Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle là où les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre sont présumées, sauf preuve contraire, co-auteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. Alors, vous voyez, c'est exactement le même concept qu'on a au Québec. C'est une œuvre créée en collaboration. Sont donc co-auteurs l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales et le réalisateur. Curieusement, dans cette liste-là, on ne voit pas le monteur. Mais la liste n'est pas exhaustive et elle n'est même pas certaine. Il y a toujours la possibilité d'apporter une preuve contraire, soit pour dire cet auteur de texte parlé n'avait pas l'intention de faire une œuvre commune avec nous, ou n'a pas créé une œuvre originale. Et donc, le fait qu'il y ait une présomption ne dit pas que tout le monde est toujours co-auteur de l'œuvre cinématographique, et ne dit pas non plus que d'autres personnes ne peuvent pas s'ajouter à la liste. En fait, souvent, les monteurs sont des co-auteurs dans les procès français. J'ai même vu une décision où le chef cuisinier d'un restaurant est devenu co-auteur de l'œuvre cinématographique. C'était un documentaire sur son restaurant. On voyait ses plats, on voyait le montage des assiettes et il était reconnu qu'il y avait là l'intention de faire une œuvre commune cinématographique et qu'il était l'un des auteurs qui avait déployé son talent, son jugement, qui avait créé une œuvre originale. Être l'auteur, ce n'est pas tout. Encore faut-il avoir des droits. La loi sur le droit d'auteur dit que l'auteur est le premier titulaire des droits d'auteur sur son œuvre. Il y a une exception qui est que l'employeur est le premier titulaire des droits sur l'œuvre qui a été créée par son employé dans le cadre de l'emploi. Pour que l'exception s'applique, il faut vraiment être dans un cadre d'emploi et non pas dans un cadre de sous-traitance. La loi prévoit qu'il y a des présomptions de propriété. Et ça, c'est une chose sur laquelle vous aurez à vous pencher, je pense. Quand il y a un litige et que le défendeur, la personne qui est poursuivie, dit « cette œuvre-là, moi, je n'ai pas violé le droit d'auteur parce que cette œuvre-là n'est pas protégée par droit d'auteur », eh bien, il y a une présomption qui dit que l'œuvre est présumée être protégée. Quand le défendeur dit « je n'ai pas violé le droit d'auteur parce que la personne qui me poursuit n'est pas le titulaire de ce droit », eh bien, il y a une présomption qui dit « oui, la personne est titulaire ». Et qu'est-ce qu'on nomme ici? On dit, au paragraphe B de 34.1, l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être le titulaire de ce droit d'auteur. Ce n'est pas dangereux encore, parce que producteur, si vous voyez l'ordre de l'énumération, correspond à l'énumération du paragraphe A.
L'auteur va avec l'œuvre, l'artiste-interprète va avec la prestation et le producteur va avec l'enregistrement sonore, pas avec l'œuvre cinématographique. Donc, on ne parle pas ici du producteur d'une œuvre cinématographique, mais du producteur d'un enregistrement sonore. Sauf que, il ne faudra pas un gros changement il ne faudra pas ajouter beaucoup de mots pour que le producteur d'une œuvre cinématographique puisse être présumé être le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique. Et on voit ce fruit, ce germe, ce ver dans le fruit à l'article, au paragraphe 2 du même article. Là, on dit « Si un nom paraissant être celui du producteur d'une œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette personne est présumée, jusqu'à preuve contraire, être le producteur de l'œuvre. » À quoi sert une telle présomption? Si un nom est celui du producteur, il est présumé être le producteur. À quoi ça sert? Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que pour être protégé au Canada, il faut répondre à des critères de résidence et que l'auteur peut satisfaire aux critères de résidence, mais le producteur d'une œuvre cinématographique aussi. Donc, cette présomption-là peut en fait élargir le champ de protection à des œuvres qui seraient autrement qualifiées d'étrangères. Mais, alors, ça a quand même une certaine utilité, mais on est à 2 cheveux de dire est présumé titulaire du droit sur l'œuvre, et non pas seulement est présumé être le producteur. En fait, c'est exactement ce langage-là qui avait été essayé au moment où le Canada a signé l'accord de libre-échange nord-américain. On a modifié la loi sur le droit d'auteur et on a proposé que le producteur devienne le premier titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre, ce qui a été combattu par la SARTEC et la SACD, et on est resté avec l'article que vous voyez. Puisque vous voyez parfois des contrats américains, je vous rappelle qu'aux États-Unis, le concept de « work made for hire » non seulement fait que le producteur est le premier titulaire des droits, mais vous voyez l'odieux de la chose. The employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title. Et c'est ce qui fait que quand on va voir un film américain, on voit dans le générique à la fin, « For the purposes of copyright, MGM is the author of the work ». Ce qui permet, puisque c'est la compagnie qui est l'auteur, c'est ce qui permet aux producteurs américains de n'avoir aucun droit moral à respecter. Quand vous êtes titulaire des droits, vous pouvez les céder. Vous pouvez les céder à des sociétés de gestion, comme par exemple la SACD, la SCAM. Vous pouvez les céder à des producteurs. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que le droit vous permet de céder des choses que vous n'avez pas encore, qui n'existent pas. Vous pouvez céder des droits qui sont à venir, de sorte que vous pouvez tout de suite céder des droits que vous aurez dans une œuvre plus tard. Et si vous avez cédé ces droits-là à une société de gestion, vous pourrez avoir la défense de dire « je ne peux plus les céder à un producteur puisque je ne les ai plus ». C'est des droits qui sont déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Dans un mémoire conjoint qu'ils ont envoyé au ministre du Patrimoine canadien en 2009, la Directors Guild et la Writers Guild ont dit que leur position était que le réalisateur et le scénariste sont co-auteurs de l'œuvre cinématographique, mais que le producteur devrait être le premier titulaire des droits sur l'œuvre. En fait, dans cette citation, c'est un peu bizarre, là, ils disent « first owner of the cinematographic work » et non pas « first owner of the rights ». Mais plus loin dans leur mémoire, ils disent bien qu'il faudrait amender l'article dont je vous parlais tout à l'heure pour dire « présumer être le premier titulaire du droit ». Ce que la DGC, je pense, essaie de faire ici, c'est de se garder le titre d'auteur comme auteur
il y a un droit moral qui n'est pas cessible, je vais y revenir un petit peu plus tard, et de laisser les droits économiques aux producteurs. Mais dans ce système que préconisent la DGC et la WGC, il serait impossible d'obtenir des redevances de la SACD ou de la SCAM. Parce que pour que le système SACD-SCAM fonctionne, il faut que le droit soit entre les mains de quelqu'un d'autre que le producteur. Or, la DGC et la WGC sont en train de faire du lobbying pour que le producteur devienne le premier titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre. Vous avez du travail à faire avec vos collègues anglophones. Quelles sont les premières conclusions? D'abord, le réalisateur est un auteur. L'œuvre dont il est l'auteur, c'est une œuvre cinématographique. Il n'est pas le seul auteur de cette œuvre. Parmi ses co-auteurs, il y a au moins le scénariste. L'œuvre cinématographique est une œuvre créée en collaboration et vous pourriez avoir d'autres co-auteurs que le scénariste. Les premiers titulaires du droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique, ce sont les co-auteurs, sauf dans un cas d'emploi. Et on peut céder ce droit à une société de gestion ou à un producteur. Si vous êtes titulaire, quels sont les droits que vous avez? Alors, la loi crée deux grands ensembles de droits. Le premier, c'est le droit moral. Le deuxième, ce sont les droits économiques. Le droit moral, c'est le droit d'être identifié comme l'auteur de l'œuvre, le droit de réprimer toute modification et le droit de s'opposer à l'association de l'œuvre avec un produit, une cause, un service ou une institution. Mais dans ces deux cas-là, le droit de réprimer une modification ou l'association avec quelque chose d'autre, il faut que l'auteur démontre que l'association ou la modification est préjudiciable à son honneur et à sa réputation, ce qui n'est pas toujours aisé. L'association avec un service, une cause ou une institution devient de plus en plus fréquente. On a vu là, le chanteur Lapointe, Pierre Lapointe, s'opposer à ce que sa chanson serve de cri de ralliement pour le Parti libéral du Québec. Et c'est en vertu de son droit moral qu'il peut faire ça. Ce droit moral ne peut pas être cédé. La loi interdit la cession du droit moral. Donc, quand vous avez créé une œuvre, même si vous avez cédé tous vos droits d'auteur, le droit moral reste toujours chez vous. À condition, bien sûr, que le droit soit né sur votre tête. Si le producteur devient le premier titulaire du droit d'auteur, il n'est pas dit que vous auriez un droit moral sur l'œuvre qui est née chez le producteur, qui devient presque considéré comme l'auteur, comme dans le système américain. En ce qui concerne les droits économiques, il y en a. Ce qu'on appelle le droit d'auteur est en fait une série de droits qui sont tous distincts les uns des autres. Les plus importants pour vous, ce sont ceux que j'ai mis à l'écran, le droit de reproduction, le droit d'exécution en public, le droit de communication au public. Et il y en a un nouveau là, qui vient d'arriver qu'on ne connaît pas bien, je ne vous en parlerai pas, qui est la mise à disposition du public par télécommunication. Et comme vous le voyez, télécommunication, c'est vraiment toute transmission sur un système électromagnétique. Donc, ça couvre vraiment tout, de la fibre optique au signal satellitaire, au câble. Ces droits sont des droits que l'on nomme exclusifs. C'est-à-dire que c'est un droit qui vous permet d'exclure quelqu'un de l'activité. Vous pouvez dire, j'exclus ces gens-là de la possibilité de reproduire. J'exclus ce groupe-là de la possibilité de communiquer au public. C'est donc un droit d'autoriser ou d'interdire. Alors voilà, vous êtes auteur d'une œuvre cinématographique, vous avez des droits exclusifs d'autoriser ou d'interdire, c'est bien. Mais vous êtes confronté à un monde qui est en train de changer de manière radicale. Quand vous avez pris des cafés, j'entre dans la phase dépressive de ma présentation.
Dans son discours du 12 mars dernier au Cercle canadien d'Ottawa à propos de l'avenir du contenu produit par des Canadiens, le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a reconnu que la solution qu'il préconisait avait un, et je cite ces mots, un caractère perturbateur. C'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Pierre Blais est de son époque. Nous vivons à une époque de perturbation. C'est Clayton Christensen du Harvard Business School qui est le premier à parler de l'innovation perturbante. Selon son concept, le produit innovant remplace l'ancien produit. La voiture remplace la calèche. L'ampoule remplace la chandelle. Mais avec la perturbation numérique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus nécessaire de remplacer le produit final pour perturber l'industrie. On peut perturber n'importe quel maillon de la chaîne du produit. On peut perturber sa création, sa production, sa distribution et même sa consommation. Par exemple, le téléphone intelligent et l'ordinateur branché sur l'Internet perturbent toute la chaîne du produit culturel jusque dans sa consommation. Parce qu'il s'établit avec le produit. Et le produit, c'est à la fois le produit culturel et la machine technologique. Il s'établit entre le produit et le consommateur une relation tout à fait différente, une relation interactive et qui est plus engageante. Imaginez l'expérience de la télévision conventionnelle. À la télévision linéaire, des chaînes diffusent des émissions à des heures précises, vers des écrans fixes, non portables, et les consommateurs doivent naviguer dans des grilles de programmation avec des télécommandes compliquées. Même pour la vidéo à demande, si vous pensez à un système comme Illico, avant de commander le film de votre choix, il faut faire défiler d'interminables listes dans la grande arborescence. Même quand vous connaissez le titre du film que vous souhaitez voir, il faut passer par ce cheminement. Et il n'est absolument pas question pour vous de choisir un film en fonction du nom de son réalisateur ou des interprètes principaux. Comme engagement avec le produit, ce n'est pas une expérience facile, ce n'est pas une expérience agréable, et c'est une des raisons pour lesquelles la télévision linéaire est mûre pour une perturbation numérique. Et nous sommes entrés dans cette turbulence. Selon Convergence Consulting, 72 000 Canadiens ont décroché du câble en 2011. 178 000 ont décroché du câble en 2012. Et 130 000 avaient décroché au premier trimestre de 2013. Une autre boîte d'analystes, Media Technology Monitor, nous apprend qu'en 2007, 4 des ménages canadiens n'avaient même pas la télé. En 2013, ce pourcentage est passé à 8 Et pourtant, pendant ce temps, 33 des ménages canadiens regardent la télé à l'Internet. Il y a plus d'une trentaine de chaînes de télé par Internet disponibles au Québec. Cela va de Tout.tv à Live TV, en passant par The Movie Network et Red Bull TV. Certaines de ces chaînes se déclinent par catégorie, par sous-genre, en particulier dans le sport. Donc, il y en a plus que 32. Certains, aujourd'hui, regardent même la télévision sur leurs téléphones intelligents. Et c'est une habitude qui se répandra sûrement quand le phénomène des phablets, quand les phablets auront une bonne pénétration. Les phablets, c'est ce croisement entre le phone et la tablette. Mais pour l'instant, surtout au Canada, le modèle principal de télévision Internet, c'est Netflix. Netflix, c'est une société californienne qui s'invite de plus en plus dans le débat canadien sur la réglementation de l'Internet. Et pourtant, elle continue de refuser de donner au CRTC des données même de base sur ses opérations. L'année dernière, Netflix est intervenu devant la Commission du droit d'auteur pour dire que les essais gratuits d'1 mois
qu'elle propose à ses abonnés éventuels ne sont pas des violations de droits d'auteur parce que c'est une utilisation équitable à des fins de recherche. Selon Netflix, les consommateurs, quand ils font l'essai gratuit, veulent s'assurer de la qualité du produit. C'est une utilisation à des fins de recherche. Malgré le secret qui entoure ces opérations, on sait que Netflix a dépensé 100 millions pour les 26 premiers épisodes de The House of Cards. Elle dépense 2 milliards par année en création et acquisition de contenu. Elle investit 350 millions par année dans l'amélioration technique de son service et de ses interfaces. Elle dépense 450 millions par année en promotion à travers le monde. En 2013, elle avait 4,6 millions d'abonnés canadiens. Mais on sait que 35 % de ceux qui sont au Canada abonnés à Netflix ne sont pas abonnés au service canadien par l'utilisation de VPN, là, les Virtual Private Networks. On contourne le service canadien et on s'abonne directement au service américain. Donc, il y a plus que 4,6 millions d'abonnés canadiens à Netflix. On voit aussi que la pénétration de Netflix est importante, surtout dans l'Ouest canadien. Ce n'est pas surprenant, son catalogue en langue française reste encore pour l'instant minime. Dans ce nouvel univers télévisuel, en pleine perturbation, un auteur peut-il encore espérer recevoir de quelqu'un des redevances? Le modèle que je vous propose, les données qu'on peut avoir en réponse à cette question nous viennent de l'industrie de la musique. L'industrie de la musique, c'est ce que les Anglais appellent le canary in the coal mine, le petit oiseau qu'on amène dans la mine de charbon et qui va mourir en premier si jamais il y a un coup de grisou. Alors, l'industrie de la musique, depuis plusieurs années, est passée par le cheminement qui sera bientôt le vôtre et que vous avez déjà commencé. Donc, mes exemples viennent de l'industrie de la musique. Zoe Keating est une excellente violoniste qui est née à Guelph, en Ontario, mais qui habite maintenant à San Francisco. Ses prestations se retrouvent sur le meilleur service de musique en ligne au monde, Spotify. Spotify n'est pas disponible au Canada. Spotify est un service suédois, disponible à peu près partout en Europe et aux États-Unis, mais pas au Canada, pour l'instant. Spotify est un service de musique en ligne tellement bon que je vous rappelle que la Suède est aussi le pays qui nous a donné The Pirate Bay. Mais depuis l'arrivée de Spotify en Suède, The Pirate Bay n'existe plus en Suède parce que Spotify donne une bien meilleure expérience de produit. Toujours est-il que Zoe Keating, la violoncelliste, a rendu public les revenus qu'elle avait tirés de l'exploitation de ses œuvres sur Spotify. Pour 72 800 écoutes, elle avait reçu 281,87 $ américains. En fait, ce chiffre-là ne devrait pas surprendre, parce que l'artiste pense sûrement que si elle avait vendu 72 800 disques, elle aurait fait beaucoup plus que 281,87 $. Mais sur Spotify, on n'achète pas un exemplaire de l'œuvre, on l'écoute. La comparaison correcte est donc avec la radio. Et si l'œuvre, une chanson, une œuvre de Zoe Keating avait été jouée une fois sur une radio locale dans une ville moyenne de 72 800 habitants, un montant de 281,87 $ devient beaucoup plus acceptable. C'est ça la vraie comparaison. Et ça nous permet, vu comme ça, là, le 281 $ est probablement un paiement honnête. Et ça nous permet de voir qu'il y a une différence très importante à faire entre le téléchargement, le download, et la diffusion en continu, le streaming. Sur l'écran, j'espère,
Oui. On voit les définitions qu'utilise la Commission du droit d'auteur quand elle établit des redevances pour les services de musique en ligne. Un téléchargement, c'est un fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou sur l'appareil d'un utilisateur. Un stream, la transmission en continu, c'est un fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute, essentiellement au moment où le fichier est livré. Dans la transmission en continu, l'utilisateur n'obtient pas un exemplaire de l'œuvre qu'il pourrait conserver. Il ne peut que l'écouter au moment même où l'œuvre lui est transmise. Netflix est quelque part entre les deux. Netflix transmet des œuvres en continu, mais donne une fenêtre pour les écouter sur un stream. Il y aura toujours des gens qui voudront posséder un exemplaire bien à eux d'un disque, d'un livre, d'un film. Donc, il y aura toujours un marché pour les téléchargements. Et vous devrez vous en occuper. Mais il y a aussi toute une nouvelle génération qui s'est habituée à un monde où le produit culturel est complètement dématérialisé. Pour cette génération, nos bibliothèques, nos discothèques, nos collections de DVD sont bien encombrantes. Pour cette génération, pourvu que les œuvres, toutes les œuvres, leur soient accessibles à n'importe quel moment et sur l'appareil de leur choix, téléphone, tablette, liseuse, ordinateur, cela ne les inquiète pas que les copies soient en fait dans un nuage quelque part dans un autre pays. Et pour cette génération, le streaming prend de plus en plus d'importance. C'est le streaming qui dominera notre univers culturel, pas seulement en matière de musique, mais aussi en matière de télé. Dans le domaine de la musique en ligne, on peut voir que le téléchargement reste encore le premier choix en 2014 des Américains, ça c'est les 3 colonnes de droite, là. Les Américains, les Britanniques et les Allemands préfèrent encore le téléchargement au stream. Mais le streaming est de loin le premier choix en Suède, en France, en Italie. C'est aussi le cas en Corée du Sud, en Finlande et en Norvège. Évidemment, le fait que Spotify soit un service suédois explique pourquoi, en Scandinavie, le stream est de loin la solution privilégiée. Mais toutes les études démontrent un glissement du téléchargement au profit du streaming. Il faut donc que vous vous organisiez dès maintenant pour être prêt à faire valoir vos droits dans un univers de streaming. Malheureusement, le contexte politico-juridique actuel ne vous est pas favorable. Que le gouvernement Harper favorise les consommateurs, on l'a vu récemment, bien sûr, avec les annonces du président du CRTC. On l'avait déjà vu en 2011, quand le ministre d'Industrie et du Commerce, l'ineffable Christian Paradis, a annoncé sa réforme de la loi sur le droit d'auteur. Et il a dit: nous accorderons aux consommateurs et utilisateurs des droits de calibre mondial, tout en dotant les créateurs des outils dont ils ont besoin pour protéger leurs œuvres et développer leur entreprise. Il parle de la loi sur le droit d'auteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y aura des droits pour les consommateurs et pour les auteurs, il y aura seulement des outils. Malheureusement, il n'y a pas que le gouvernement Harper qui cherche à diminuer les droits des auteurs. En juillet 2012, la Cour suprême a annoncé un changement de cap. Elle dit: la Cour rompt avec une conception jusque-là centrée sur l'auteur de l'œuvre, ainsi que sur le droit exclusif de l'auteur et du titulaire du droit d'auteur de décider de l'usage qui peut être fait de l'œuvre sur le marché. Mais à quoi donc sert une loi sur le droit d'auteur si ce n'est pas justement de permettre aux propriétaires des droits de décider de l'exploitation de son œuvre sur le marché?
C'est donc dans ce très mauvais contexte que vous serez appelé à défendre vos droits quand vos œuvres seront exploitées sur les nouvelles plateformes. Parmi les droits qui sont à votre disposition, celui auquel on pense en premier quand on envisage des exploitations par Internet, c'est le droit de communication au public par télécommunication. Curieusement, il ne s'appliquera pas partout. Déjà en 2010, dans un de ses bulletins, la Sartec avait annoncé que, selon elle, un téléchargement n'était pas une diffusion. Sartec assimile plutôt le téléchargement à ce qu'elle appelle des droits vidéo. Je pense qu'il faut entendre par là que, pour la Sartec, le téléchargement est avant tout un phénomène de reproduction. Et la Sartec avait probablement vu juste. En 2012, une Cour suprême très divisée, 5 juges contre 4, arrive à la même conclusion. La Cour dit « Le verbe communiquer, qui a de tout temps été lié au droit d'exécution ou de représentation, ne doit pas être transformé par la présence du mot télécommunication, de telle sorte qu'il englobe des activités apparentées à la reproduction. » En clair, si la communication se traduit par un téléchargement, ce n'est pas une communication, c'est comme une reproduction à distance. Pour bloquer un téléchargement, il faut donc être propriétaire du droit de reproduction. Selon vos ententes, qui détient le droit de reproduction? Par contre, selon la même Cour suprême, si la télé Internet fonctionne sur le mode du streaming et non sur le mode du téléchargement, alors là, c'est vraiment le droit de communiquer au public par télécommunication qui s'appliquera. Dans le jugement Rogers contre Socan, rendu le même jour que la décision Entertainment Software Association contre Socan, le jugement précédent, le juge Rothstein, qui avait été dissident dans le jugement de tout à l'heure, écrit maintenant la décision majoritaire de la Cour. Et il dit « Le consommateur qui demande la transmission en continu ne fait pas partie d'un groupe restreint comme la famille ou le cercle d'amis, il fait partie du public. Et dans ces conditions, transmettre un fichier équivaut dès la première fois à communiquer au public par télécommunication. » Donc, si la télé Internet fonctionne en streaming, celui qui détient clairement le droit de communiquer au public par télécommunication peut autoriser ou interdire la transmission et, partant, peut monnayer l'autorisation. Mais pour savoir quel droit monnayer et comment le faire, on peut aussi tirer des enseignements à partir de débats qui ont eu lieu devant la Commission du droit d'auteur. Et encore une fois, c'est l'industrie de la musique qui montre le chemin. Nous sommes en 2012. La SODRAC est cessionnaire du droit de reproduction sur des œuvres musicales. Les chaînes Société Radio-Canada, Astral, Télétoon refusent de payer une licence à la SODRAC. La Commission du droit d'auteur est appelée en arbitrage. Et d'abord, la Commission décrit à quelles activités de reproduction se livrent les télédiffuseurs. Un télédiffuseur fait plusieurs copies de chaque émission avant, durant et après sa diffusion. En règle générale, on livre l'émission sur un support numérique. On l'incorpore ensuite au système de gestion de contenu de la station et on la formate de manière à la rendre compatible avec le logiciel du serveur du télédiffuseur, etc., etc., etc. On stocke, on modifie, on fait d'autres copies pour des raisons de fuseau horaire. Bref, on fait beaucoup de reproduction. Cette observation de la Commission est intéressante parce que, spontanément, quand on pense à un télédiffuseur, on ne pense pas à quelqu'un qui reproduit. On pense à quelqu'un qui diffuse. Mais la Commission donne le ton et conclut qu'il faut faire beaucoup de copies pour satisfaire la technologie des nouvelles plateformes. Et alors, la Commission fait ce constat qui est justement que c'est la possibilité de reproduire qui fait que les télédiffuseurs peuvent exploiter les nouvelles plateformes.
On ne peut déployer ces systèmes de transmission qu'à l'aide d'une technologie de reproduction et de serveurs numériques. Si les marchés émergents sur les nouvelles plateformes dépendent de la possibilité de reproduire les œuvres, le droit de reproduction a donc une valeur très importante. Ensuite, la Commission, dans l'affaire Sodrak-SRC, examine qui peut autoriser le télédiffuseur à reproduire les œuvres qui seront tout à l'heure communiquées au public par télécommunication. Je cite, « Certains témoins ont déclaré que les télédiffuseurs s'attendent à ce que les producteurs libèrent le droit d'effectuer des copies accessoires de diffusion. De fait, selon le contrat type Astral, le producteur fournit des assurances en ce sens. Mais la Sodrak n'est pas liée par les attentes des télédiffuseurs ou les assurances des producteurs. » Pourquoi est-ce que la Commission peut affirmer que la Sodrak n'est pas liée par les attentes des diffuseurs ni par les garanties que les producteurs donnent aux diffuseurs? C'est parce que les auteurs membres de la Sodrak cèdent leurs droits de reproduction à leur société de gestion collective. Comme vous cédez votre droit de communication au public à la SACD ou à la SCAM. Puisque le droit a été cédé à une société de gestion et non au producteur, le producteur n'est pas en mesure d'offrir des garanties aux télédiffuseurs. Au contraire, relisez votre clause de réserve SACD, le producteur a la charge de rappeler au télédiffuseur qu'il devra négocier avec la SACD. Et pour finir, cette beauté que la Commission nous a envoyée, qu'est-ce qu'elle pense du système de gestion collective en musique? Elle dit, « Au Québec, les budgets de production sont modestes. Forcer les producteurs à obtenir des licences libres de tout droit, surtout des licences définitives, les obligerait à affecter à l'achat de licences une plus grande part d'un budget de production déjà insuffisant. Les producteurs devraient être libres de décider s'ils souhaitent offrir un service clé en main pour les œuvres audiovisuelles à l'égard desquelles ils octroient une licence, ou s'ils souhaitent payer uniquement pour les droits qu'ils utilisent. » Ce que la Commission du droit d'auteur dit au sujet de l'industrie de la musique peut aussi s'appliquer facilement à l'industrie du cinéma et de la télévision. Dans ma trop longue présentation, qu'est-ce donc que j'ai essayé de vous dire? D'abord, que le droit canadien vous reconnaît comme auteur. Vous êtes des auteurs d'œuvres cinématographiques. Mais l'œuvre cinématographique étant une œuvre créée en collaboration, vous n'en êtes pas le seul auteur. Au minimum, le scénariste est un de vos co-auteurs. En principe, en tant qu'auteur, vous êtes le premier titulaire du droit d'auteur sur votre œuvre, sauf si vous l'avez créé dans le cadre d'un emploi. Mais, attention, la loi contient déjà des structures pour que le producteur devienne le premier titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre cinématographique. C'est même exactement ce que demandent vos collègues de la DGC. Je vous ai aussi dit que la télévision linéaire n'est pas morte et qu'il faut donc continuer à s'en occuper, mais que la télévision Internet prendra de plus en plus de place et qu'il est important pour les auteurs d'installer dès maintenant les bases des systèmes qui les protégeront. Cette télé-Internet se fera surtout en mode streaming, ce qui implique le droit de communication au public par télécommunication. Mais la technologie requise pour faire du streaming nécessite que de nombreuses copies soient faites dans les serveurs des diffuseurs, ce qui implique le droit de reproduction. La question essentielle est donc de savoir entre quelles mains sont votre droit de communication au public par télécommunication, votre droit de reproduction. Pour espérer contrôler
ou même simplement bénéficier de l'exploitation de vos œuvres sur les nouvelles plateformes, il n'y a pas de meilleur outil que d'être titulaire d'un droit clair. Être titulaire du droit de communiquer au public par télécommunication, être titulaire du droit de reproduction. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne Assemblée générale. Est-ce qu'on peut vous demander s'il y aurait des questions dans la salle adressées à M. Brunet avant de le libérer? Moi, c'est une question naïve, là, mais on parle d'œuvres dramatiques. Et comme beaucoup font du documentaire, c'est la même chose, le documentaire. Alors, on demande si, puisque les œuvres cinématographiques sont classées dans les œuvres dramatiques, est-ce que le documentaire se classe là? La réponse est oui. Dramatique, je pense que vous devez voir, non pas qu'il y ait quelque chose de dramatique, mais qu'il y a vraiment là, une combinaison d'incidents ou une façon de présenter l'œuvre, une façon de présenter le sujet qui ne soit pas une simple captation. Alors, le documentaire est clairement une œuvre cinématographique, oui. Oui? Que faire de les YouTube de ce monde qui ont la philosophie de stream now and ask questions later? Alors, qu'est-ce qu'on fait de YouTube? Merci de la question. J'avais une dizaine de diapositives sur YouTube, mais je trouvais que je vous en avais déjà... j'avais épuisé mon invitation. YouTube, il faut savoir que YouTube, qui est maintenant propriété de Google, YouTube se trouve à être dans un empire où le vice-président aux affaires juridiques a dit dans une entrevue qu'il passait 95% de son temps à faire du lobbying à travers la planète pour convaincre tous les pays d'adopter une loi sur le droit d'auteur qui soit modelée sur le modèle américain. Modelée sur le modèle américain en ce que l'exception à la violation du droit d'auteur, le fair use américain, soit interprété de façon très, très généreuse partout dans le monde pour faire en sorte que jamais YouTube ne soit pris en violation de droit d'auteur. Pour se donner bonne conscience, Google, YouTube ont créé sous le Digital Copyright Millennium Act, le DMCA américain, ils ont créé une technique de... si on reçoit un avis de quelqu'un qui est titulaire d'un droit et qui prétend qu'il y a quelque chose qui est en violation de ses droits sur YouTube, nous allons retirer cet objet-là de YouTube. Quand ça a commencé, il y en avait quelques centaines. Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié les dernières statistiques, mais aujourd'hui, on parle de plusieurs millions par semaine. Au point où les avis qui sont envoyés à YouTube ne sont plus envoyés par des titulaires de droits d'auteur, ils sont envoyés par des robots. C'est des robots qui se promènent sur l'Internet, qui identifient des clips, des chansons, et qui envoient systématiquement des avis de enlever ça du système. Et la réponse de YouTube, Google, c'est par d'autres robots. Alors, pendant qu'on est ici, il y a plein de robots qui parlent à des robots et qui ne règlent rien. Parce que dès qu'on a enlevé quelque chose du système de YouTube, il réapparaît ailleurs. Donc, on sait aujourd'hui que la solution américaine du Digital Copyright Millennium Act n'est pas efficace. Au Canada, on n'a même pas une technique avis-retrait. Ce que la loi permet, c'est d'envoyer un avis au fournisseur de services, de lui dire cette œuvre-là, il y a là une violation de mes droits d'auteur. Et tout ce que le fournisseur de services Internet a à faire, c'est d'envoyer un avis à son abonné. Il n'a jamais l'obligation de retirer. De toute façon, il aurait l'obligation de retirer, que l'exemple américain nous prouve que ça ne sert à rien. Conséquemment, il faut chercher autre chose.
Ce que l'industrie de la musique est en train de considérer, je ne sais pas si c'est viable, je ne sais pas comment économiquement on finit par trouver une valeur à ça, mais ce que l'industrie de la musique commence à considérer, c'est une sorte de licence par laquelle les fournisseurs de services paieraient systématiquement des redevances pour ceux qui se promènent dans leurs tuyaux. C'est ce qu'on appelle la licence globale. Personnellement, je ne sais pas où ça va aller, mais à l'heure actuelle, c'est le système qu'on regarde le plus. La taxe québécoise sur les vidéocassettes était vraiment une taxe. Elle n'a jamais été au bénéfice des auteurs. C'était, on payait une taxe sur la vidéocassette vierge, mais cet argent-là entrait dans le trésor public. Ce n'était pas une somme qui était affectée à des paiements de redevances. Par contre, sous la loi sur le droit d'auteur, il y a une redevance qui va à la copie privée et qui permet de percevoir une redevance sur le support audio vierge, ce que l'administration Harper a appelé le iPod tax. Mais ce n'est pas une taxe. Là, c'est vraiment une redevance qui est perçue par les auteurs et qui retourne aux auteurs. Sauf que le gouvernement Harper s'est arrangé pour que les supports sur lesquels on fait de la copie soient tous exemptés de la redevance de copie privée, sauf le CD vierge. La bataille s'est livrée autour du iPod et la Cour fédérale nous a dit que le iPod n'était pas un support audio sur lequel les consommateurs ordinairement copiaient de la musique. Voilà. Merci beaucoup.